Merci Jean-Michel, merci à toutes et à tous d'être présents pour ce webinaire. Donc je m'appelle Sylvain Montagny, je suis enseignant à l'Université de Savoie-Mont-Blanc et je m'occupe principalement des activités de système embarqué et de l'Internet des objets dans son ensemble. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vous présenter tout ce qu'il faut savoir sur le LoRaWAN et on va essayer de traiter ce sujet en une quarantaine de minutes. Avant de commencer, j'aimerais remercier Antoine Augagnère qui est présent avec nous aujourd'hui et qui a réalisé l'ensemble des slides et avec qui nous avons travaillé sur le scénario de ce webinaire. Donc merci pour ce travail. Et enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat qui est associé à ce webinaire. On se fera un plaisir d'essayer d'y répondre à l'issue des 40 minutes. Donc ça, c'est le campus de l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Qui est à côté de Chambéry. Et à l'université, il y a quelques années, nous avons entrepris un nouveau projet, qui est un projet maintenant assez courant dans les universités, qui est de connecter des ruches. Quand on dit connecter des ruches, finalement, ce sont mettre des capteurs assez simples dans ces ruches, humidité, température, regarder le nombre d'abeilles qui rentrent et qui sortent. Et pour établir ce projet, nous avions plusieurs besoins. D'abord, on voulait que ces ruches elles soient disposées n'importe où sur le campus, sans avoir accès à une source électrique. Donc ça veut dire que les systèmes devaient être autonomes, et bien sûr consommer le moins possible. De plus, comme on voulait qu'elles soient n'importe où sur le campus, elles n'avaient pas directement accès au réseau de l'université, c'est-à-dire au Wi-Fi de l'université, et donc il fallait qu'on ait un accès longue distance vers ces objets connectés. Et enfin, quand on regardait spécifiquement l'application en elle-même, on se rendait compte que le nombre d'octets que l'on voulait envoyer par jour était relativement faible et donc on n'avait pas besoin d'un haut débit. Si on rassemble toutes ces caractéristiques, on se rend compte que c'est exactement ce que l'on appelle les LPWAN. Alors qu'est-ce que les LPWAN? Les LPWAN c'est Low Power WAN et dans cette catégorie des LPWAN, on a en gros 4 protocoles, 2 protocoles qui sont dits opérés, qu'on appelle NB-IoT et LTEM, et 2 autres protocoles qui travaillent sur les bandes libres, qui ciblent pratiquement les mêmes cas d'usage, qu'on appelle Sigfox et LoRaWAN. Alors on avait commencé au début à travailler avec Sigfox, qui marchait très bien, mais il y a une particularité dans le LoRaWAN, et on va le voir plus tard, qui est la possibilité de faire un réseau avec une architecture entièrement privée, et donc c'est ça qui nous a fait principalement basculer vers le LoRaWAN, avec notre application sur le LoRaWAN depuis. Alors comment est-ce qu'on va réaliser cette application en utilisant le LoRa et puis le LoRaWAN? D'abord, la première idée, c'est d'utiliser la modulation LoRa. En bas à droite de l'écran, vous avez la ruche connectée qui va transmettre de l'information. Et en haut à gauche de l'écran, vous avez un récepteur qui est capable de démoduler la modulation LoRa et qui est connecté à un laptop dans lequel on pourra enregistrer des données dans une base de données et éventuellement les afficher dans un dashboard pour lequel vous pourrez visualiser vos données sous forme de tableau, de graphe ou de toute façon que vous souhaitez. Si vous voulez mettre en place une modulation LoRa entre un transceiver et un receiver, c'est très simple, il suffit de respecter les paramètres LoRa de part et d'autre, c'est-à-dire à la fois dans le transmetteur et à la fois dans le receiver. Et les paramètres de modulation LoRa sont les suivants. Il faut qu'il y ait de part et d'autre le même canal, avec la même bande passante, donc ça ce sont des choses qui paraissent assez évidentes. Il faut qu'il y ait le même coding rate. Alors qu'est-ce que le coding rate? C'est un facteur de redondance. Plus le facteur de redondance est élevé, plus il y aura la possibilité de détecter, voire même de corriger des erreurs dans la transmission, sans avoir à retransmettre une trame pour lequel ça s'est mal passé. Et enfin, un dernier paramètre, qui est un paramètre mathématique, un facteur mathématique, qu'on appelle le spreading factor, pour lequel je ne vais pas donner d'explication tout de suite parce que ça sera le sujet des prochains transparents. Donc si vous arrivez à mettre en place cette modulation LoRa avec les 4 paramètres que je viens de citer ici de part et d'autre, eh bien tout fonctionne. On n'a besoin de rien demander à personne, si ce n'est qu'il faut respecter la régulation européenne dans la bande libre que vous utilisez, en l'occurrence nous la bande des 868, et une des choses à respecter, c'est ce qu'on appelle le duty cycle, qui n'a rien à voir avec la modulation LoRa,
mais qui a à voir avec la régulation de la bande libre dans la bande des 868. Alors qu'est-ce que ce duty cycle de 1% qu'il faut respecter? Il faut respecter le fait que si l'on transmet pendant 1, on doit se taire ensuite pendant 99. Donc si j'ai une trame qui dure 1 seconde, je ne dois plus transmettre pendant 99 secondes. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et comme tout projet qui fonctionne bien, une fois qu'on l'a mis en place, l'université revient vers nous et dit maintenant, nous aimerions connecter plus de ruches. Nous aimerions mettre des capteurs d'humidité, des capteurs de température, des capteurs de qualité de l'air au sein de l'université. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire connecter plus de devices entre eux? Alors, jusqu'à maintenant, on a utilisé un canal. C'est-à-dire qu'on avait utilisé le même canal entre le transmetteur, la ruche, et le récepteur qui était notre PC. Évidemment, si on veut maintenant connecter plus de devices, il va falloir qu'on utilise des techniques, et une des techniques courantes, c'est de dire j'augmente la capacité de mon network avec une augmentation des nombres de canaux. Alors pour l'exemple ici, je vais utiliser 8 canaux, et donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous êtes capable de transmettre avec 8 devices en même temps. Il y a donc 8 devices qui peuvent transmettre vers mon récepteur. À une seule condition, c'est que mon récepteur est capable d'écouter sur les 8 canaux en même temps. Bien, alors, est-ce que 8 devices qui discutent en même temps, c'est suffisant dans le monde de l'IoT? Évidemment non, parce que dans le monde de l'IoT, on parle plus de centaines, voire de milliers de devices qui peuvent communiquer en même temps. Ça veut dire qu'il faut trouver d'autres astuces. L'astuce supplémentaire qui est utilisée dans la modulation LoRa, c'est d'utiliser des couleurs. Et vous avez le droit dans la modulation LoRa de transmettre dans le même canal en même temps à une condition, c'est que vous utilisez des couleurs différentes. Et qu'est-ce que ces couleurs? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le spreading factor. Le spreading factor dans la modulation LoRa, il y en a au nombre de 6. Alors, pas exactement, mais j'anticipe un petit peu sur LoRaWAN. On va dire que dans la modulation LoRa, il y a 6 spreading factors. Ça veut dire que dans chaque canal, vous pouvez transmettre en même temps avec différents devices si vous utilisez des spreading factors différents. Ça veut dire que j'ai pris l'exemple de 8 canaux, j'ai maintenant 6 spreading factors différents, ça veut dire que je suis capable de transmettre avec 48 devices en même temps. À une condition, c'est que le démodulateur, donc le récepteur, soit donc capable de réceptionner sur tous les canaux, mais soit maintenant aussi capable de réceptionner sur tous les spreading factors en même temps. Est-ce que 48 devices qui discutent en même temps, c'est suffisant? Toujours pas. On parle plutôt de milliers de devices. Eh bien, la dernière astuce, c'est simplement de respecter la régulation européenne qui, dans la bande des 868, dit qu'il faut respecter le duty cycle de 1%. Lorsque je transmets pendant 1, je dois me taire pendant 99. Ça permet d'augmenter la capacité globale du réseau par un facteur 100. Et on a donc maintenant nos milliers de devices qui peuvent communiquer en même temps via la modulation LoRa. Quand on revient sur notre application initiale, on a donc de multiples devices qui peuvent communiquer en même temps, à une seule condition, c'est que le récepteur n'est plus un transceiver simple comme je l'avais mis dans les ruches et dans les capteurs de température humidité qui sont éparpillés sur le campus, mais c'est ce qu'on appelle un baseband processor, encore une fois, capable de réceptionner sur de multiples canaux avec la possibilité de démoduler sur de multiples spreading factors en même temps. Cette application, elle fonctionne très bien. Et comme tout bon projet, l'université revient vers nous et dit « Maintenant, j'aimerais rajouter de la sécurité à ce projet. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux que personne ne soit capable de comprendre ce que les devices transmettent. Je veux être sûr que les devices qui transmettent soient des devices qui soient authentifiés sur mon réseau. Et enfin, je veux être sûr que personne ne soit capable de modifier la trame lorsqu'elle part du transceiver jusqu'au récepteur. Ça, c'est ce qu'on appelle la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité des données. Alors, on peut donc rajouter cette couche de sécurité. Au-dessus de la modulation LoRa, je peux donc ajouter cette couche de sécurité. Est-ce que je vais le faire? En réalité, non. Pourquoi? Parce que ajouter de la sécurité au-dessus de la modulation LoRa,
et ajouter d'autres caractéristiques que j'expliquerai dans les prochains transparents, eh bien c'est exactement ce qu'est le protocole LoRaWAN. Donc finalement, le protocole LoRaWAN, c'est ajouter des caractéristiques de type sécurité au-dessus d'une modulation LoRa, et avec d'autres propriétés dont on le verra tout à l'heure, comme ajouter des downlinks, ou alors ajouter des possibilités d'itinérance, ou d'autres caractéristiques dont on verra tout au long du webinaire. Et finalement, mon baseband processor, qui est en haut à gauche, qui est le récepteur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est rien d'autre que la reconstruction de ce qu'on appelle une gateway LoRaWAN. C'est-à-dire qu'une gateway LoRaWAN, c'est un transceiver particulier qui est capable simplement d'écouter sur tous les canaux et tous les spreading factors en même temps. La sécurité, elle n'est pas gérée au sein de la gateway, mais elle est gérée au sein d'un serveur qui est associé à cette gateway et que l'on appelle Network Server et Application Server. Alors à l'université, on a monté ce projet global, on a acheté des gateways, on les a mis sur 3 toits de l'université, et dans une salle serveur, on a installé nous-mêmes un Network Server et un Application Server. C'est-à-dire qu'on a fait un réseau sans rien demander à personne, on a fait ce qu'on appelle un réseau complètement privé. Pour mettre en place ce réseau, 2 caractéristiques cependant. Premièrement, il faut avoir les compétences de monter le serveur. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir l'installer et l'administrer. Deuxièmement, ça a un coût initial, c'est-à-dire qu'une gateway, c'est environ 1 000 €, plus le coût d'installation. Ce n'est pas un coût qui est négligeable. Si vous voulez vous affranchir de ces 2 contraintes, eh bien, vous pouvez simplement demander à un opérateur de réaliser ce service pour vous. Un opérateur public LoRaWAN sera capable de vous proposer de la couverture réseau via l'installation de ses propres gateways, et il sera aussi capable de vous proposer le Network Server et l'Application Server qui sera alors à votre disposition. 2 caractéristiques des réseaux publics cependant qu'on peut voir comme des inconvénients. Premièrement, pour chacun des devices que vous allez enregistrer sur ces réseaux, ça a un coût. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de devices sur une zone qui est réduite, ce coût peut être conséquent par rapport à un réseau privé. Deuxièmement, malgré tous les efforts que l'on peut faire en termes de couverture sur le réseau public, il y aura toujours un endroit, dans un sous-sol, derrière un bâtiment, ou alors des éléments liés à la météo qui vont faire qu'il y a un device qui ne sera pas très bien couvert par la couverture réseau qui est proposée. Et comme vous n'avez pas accès à l'installation de vos propres gateways pour réaliser votre propre couverture, eh bien vous serez dépendant de la couverture qui est proposée et vous n'aurez pas ou peu de solutions pour y remédier. Alors on peut essayer de relier le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire prendre les avantages du réseau public et les avantages du réseau privé et faire ce qu'on appelle un réseau hybride. Le réseau hybride, qu'est-ce que c'est? C'est que je positionne moi-même mes gateways sur le toit de l'université, et comme je n'ai pas envie de m'intéresser à l'aspect administration et installation de serveurs, je fais appel à un opérateur qui va gérer cet aspect-là. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que en fonction, par exemple, du nombre de clients que je vais avoir et des contrats que je vais obtenir, eh bien, je vais avoir une certaine évolutivité rapide de l'infrastructure serveur. Quelle que soit l'architecture réseau que vous avez mis en place, que ce soit hybride, public ou privé, finalement, la structure même du réseau, c'est toujours la même. Et la voici. À gauche, on a le device LoRaWAN. Au milieu, on a la gateway. Et à droite, on a le serveur. La gateway, elle fait la transition entre la modulation LoRa et le monde IP, qui connectent eux-mêmes les 2 serveurs, l'application server qui va jouer le rôle sur la sécurité, sur l'aspect de la confidentialité, et le network server qui va s'occuper de l'authenticité et de l'intégrité des données. Et si on parle maintenant du protocole qui est utilisé de bout en bout, c'est-à-dire depuis le device jusqu'à l'application server, eh bien, tout cet ensemble, c'est ce qu'on appelle le protocole LoRaWAN, au-dessus d'une modulation LoRa entre le device et la gateway uniquement. Alors, on a notre réseau disponible, quelle que soit son architecture publique, privée ou hybride, et on a nos devices à enregistrer. En l'occurrence, dans notre cas, c'est notre ruche. On va donc
enregistrer ce device sur ce réseau. De quoi avons-nous besoin? Premièrement, pour gérer l'aspect confidentialité, il va falloir qu'on utilise du chiffrement. Pour utiliser du chiffrement, il va falloir que de part et d'autre, dans le device et dans l'application server, on saisisse une clé qu'on appelle l'application session key. Ensuite, pour gérer l'authentification, il va falloir que dans le network server et dans le device LoRaWAN, il y ait une clé commune qu'on appelle la network session key. Et enfin, pour identifier le device sur le réseau, il va falloir que, à la fois de part et d'autre, il y ait dans le device et côté serveur ce qu'on appelle un élément device address. Ça, c'est le mode de registration qu'on appelle ABP pour Activation by Personalization. Finalement, c'est un mode d'activation qui est très simple parce que dès lors que vous activez votre device, que vous le branchez maintenant sur le réseau, il sera prêt à émettre et vous allez pouvoir tout de suite récupérer les informations utilisateurs de votre device. Néanmoins, même s'il paraît très simple, il a quand même des inconvénients. L'inconvénient que l'on retrouve le plus, c'est qu'il n'y a aucune négociation entre le device et le serveur des paramètres réseau qui sont utilisés. Et donc, ça peut poser souci parce que le device, il ne sait pas exactement tous les canaux qu'il a à sa disposition. Il ne sait pas exactement non plus avec quel délai il va être capable de recevoir du downlink. Il ne sait pas non plus sur un downlink quel spreading factor sera utilisé. Alors jusqu'à maintenant, on utilisait souvent les paramètres par défaut quand ils n'étaient pas explicités, puisque c'est le cas en ABP. Mais avec l'évolution du protocole, il y a beaucoup de serveurs qui utilisent maintenant d'autres choses que des paramètres par défaut. Et ça veut dire qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui ne vont donc pas fonctionner, et donc ça peut poser souci de travailler en ABP, non pas parce que ça ne fonctionne pas, mais simplement parce qu'on ne règle pas, nous, manuellement, les paramètres LoRaWAN convenablement. Alors pour s'affranchir de ce souci, on a une deuxième possibilité d'activation qu'on appelle le mode OTA. La finalité est exactement la même, c'est-à-dire que l'on souhaite avoir de part et d'autre, dans le device et dans le serveur, les clés de chiffrement, Application Session Key, les clés d'authentification, Network Session Key, et l'identification, Device Address. C'est simplement le moyen pour y arriver qui est différent. Alors pour y arriver en OTA, on rentre un autre jeu d'informations à la fois dans le device et dans le network server. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce jeu d'informations, mais il y a le DevEui, AppEui, JoinEui et AppKey. Et il y a une procédure qu'on appelle a Join Procedure. La Join Procedure, c'est quoi? C'est le device qui va faire un join request au serveur. Le serveur va générer les clés Network Session Key, Application Session Key et Device Address. Il reste maintenant à ce que le serveur transmette l'information des clés qui sont générées. Et ça, c'est fait par ce qu'on appelle un Join Accept. Le Join Accept, il va contenir un certain nombre d'informations, dont les informations qui vont permettre au device de générer les mêmes clés, le même Device Address. Mais aussi, et c'est là que c'est intéressant, dans le Join Accept, il va y avoir l'ensemble des informations qui vont permettre au device de récupérer les paramètres LoRaWAN dont j'ai parlé tout à l'heure, du frequency plan, c'est-à-dire de toutes les fréquences qui seront utilisées par le device pour qu'il puisse transmettre à la gateway, des délais de réception, des spreading factors, etc., pour que le réseau fonctionne directement sans qu'il y ait de paramétrage automatique. Et il y a un deuxième avantage à utiliser OTA, c'est que si jamais on fait un nouveau join request au cours de la vie du device, eh bien il y aura la possibilité pour le device de régénérer des nouvelles clés de session et donc d'avoir un effet de sécurité supplémentaire puisque les clés de session seront plus permanentes mais seront temporaires. Alors de retour au campus, tout fonctionne très bien. J'arrive maintenant à envoyer des données depuis mon device jusqu'à mon serveur. La question qu'on peut se poser maintenant, puisqu'on est resté au sein du campus, c'est comment est-ce que je pourrais augmenter la qualité de ma couverture? En gros, la grandeur de la zone que je couvre. Alors je positionne un nouveau device de l'autre côté du lac. Donc de l'autre côté du lac, il y a environ une dizaine de kilomètres.
Et jusqu'à maintenant, je n'arrivais pas à atteindre cette zone-là. La première solution qui est assez simple à mettre en œuvre, c'est de dire, eh bien, côté device, je vais augmenter la puissance. Alors oui, c'est possible. Néanmoins, vous allez baisser la capacité de votre batterie. Et puis, surtout, dans la bande des 868, la puissance utilisée est au maximum de 14 dBm, et donc vous n'avez pas légalement le droit d'aller au-delà de ce niveau. La deuxième possibilité, qui est spécifique au protocole LoRaWAN, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le spreading factor. Donc on a vu que le spreading factor, il avait l'avantage de pouvoir transmettre dans la même bande en même temps si on utilisait des spreading factors différents, mais il a aussi une autre caractéristique, c'est que plus le spreading factor est élevé, plus la gateway sera capable de démoduler des signaux avec une faible puissance. Donc ça veut dire que, en fonction du spreading factor que j'utilise, la zone que je suis capable de couvrir s'étend autour de la gateway qui réceptionne les messages. Et donc je m'aperçois qu'ici, en utilisant un spreading factor 12, j'arrive de l'autre côté du lac et que donc j'arrive à récupérer les messages qui sont transmis par mon device. On pourrait dire alors, autant toujours transmettre en spreading factor 12, puisqu'alors on serait capable de transmettre le plus loin possible. En réalité, il y a un inconvénient à utiliser un spreading factor élevé, qui est que plus le spreading factor est élevé, plus le temps de transmission est long, et donc plus la radio est allumée pendant longtemps, et donc plus on consomme de batterie. Il y a donc un jeu à trouver entre la puissance et le spreading factor, de façon à ce que le device reste dans la zone de couverture, mais qu'il consomme le moins possible. Alors comment est-ce que l'on peut faire pour trouver ce couple spreading factor puissance le plus respectueux possible de l'emplacement du device? Ça, on peut le faire individuellement et manuellement. Ça veut dire que lorsque vous voulez positionner un device, vous le mettez à l'emplacement final, vous allez sur les logs de votre gateway et vous dites « Est-ce que la puissance reçue est suffisante avec la marge que je souhaite appliquer ?» Évidemment, si on fait ça individuellement pour des centaines ou des milliers de devices, ça va être un processus qui sera extrêmement long. On peut donc profiter de l'intelligence du réseau LoRaWAN pour dire « Je positionne un device quelque part dans la zone de couverture et c'est le network server lui-même qui va calculer suivant un algorithme assez simple, avec une marge que l'on pourra spécifier, le couple puissance spreading factor qui doit être appliqué au device. Et c'est lui qui va transmettre cette information, avec éventuellement une information qui va évoluer dans le temps en fonction de différents paramètres et des puissances qu'il va recevoir et du seuil pour lequel il aura considéré que la transmission est valide. Bien, tout fonctionne. On a donc une zone de couverture qui est étendue. On a donc récupéré nos données de notre ruche. Maintenant, je me pose la question à savoir comment est-ce que je peux transmettre de l'information à mon device. Dans ma ruche, comme dans tous les objets LoRaWAN, je souhaite souvent faire des paramétrages. Évidemment, le flux le plus courant, c'est le flux uplink, c'est-à-dire celui qui part de la ruche à mon objet connecté au serveur. Mais il se peut qu'on ait des configurations offertes ou alors qu'on ait des objets à piloter. Donc, je veux transmettre un flux en downlink. Ce flux downlink, dans les objets connectés, quel que soit le protocole, il n'est jamais simple. Pourquoi? Parce que quand on a un objet connecté, on a ce besoin qu'il faut qu'il consomme le moins possible. Et s'il consomme le moins possible, ça veut dire qu'il est le plus souvent du temps dans un mode qu'on appelle le mode low power et qu'il a donc sa radio éteinte. Ça, c'est effectivement le cas dans les devices LoRaWAN qu'on appelle les devices de classe A. Les devices LoRaWAN de classe A, ils émettent en vert. Et tout le reste du temps, ils sont dans un mode qu'on appelle le mode low power. Sauf deux slots. Un slot qui est ouvert 1 seconde et un slot qui est ouvert 2 secondes après l'émission, qui laisse une opportunité, en l'occurrence 2 opportunités, au serveur de transmettre des données en downlink. Si vous loupez ce créneau, alors vous devrez attendre le prochain uplink pour pouvoir retransmettre quelque chose en downlink. Évidemment, c'est un mode de communication qui est le plus avantageux en termes de consommation d'énergie, mais qui, bien sûr, lorsque vous voulez transmettre des informations plus souvent à votre device, peut poser problème.
Alors, il y a deux autres modes qui sont disponibles. Une première extension de cette classe A est ce qu'on appelle la classe B. Il y a maintenant une synchronisation entre le device et la gateway, et on peut rajouter un certain nombre de slots entre deux uplinks. Et la beauté de cette classe B, c'est que on peut définir le nombre de slots et on peut définir le rythme des slots entre deux uplinks. Bien évidemment, cette classe B, elle aura en contrepartie un inconvénient qui est qu'elle va consommer un petit peu plus que la classe A, en fonction du nombre de slots que vous souhaitez ouvrir. Il y a aussi une autre extension de la classe A, qu'on appelle la classe C. La classe C, simplement, au lieu de rentrer dans un mode low power dès lors que les deux time slots de réception ont été ouverts, eh bien, elle ne va pas justement rentrer dans ce mode low power et elle va garder une ouverture, donc une connexion de la radio toujours. Et donc, on dit qu'un device de classe C est disponible en permanence pour un flux downlink. Et évidemment, on a compris qu'ici, ce device, il avait l'avantage d'être toujours disponible, néanmoins, c'est un device qui consomme beaucoup plus puisque la radio est toujours allumée. On est donc capable de transmettre en uplink, on est capable de transmettre en downlink. J'aimerais qu'on aille voir maintenant un petit peu ce qui se passe du côté du serveur. Qu'est-ce qu'on voit réellement sur l'application server et network server? Alors j'ai pris un serveur au hasard et j'ai pris le log des trames qui sont récupérées sur ce serveur. Et tout en bas de ce timeline, j'ai deux types de trames. Premier type de trame tout en bas avec une flèche rouge dirigée vers le bas, c'est une trame de données qui a été transmise en downlink. Ça veut dire que c'est une trame qui est partie de mon serveur à destination de mon device. Ce sont des données utilisateurs, data. La deuxième trame en partant du bas, c'est une trame en uplink, flèche verte vers le haut. C'est donc une trame qui est partie de ma ruche en direction du serveur. Données utilisateurs, c'est-à-dire data. Et plus haut, je trouve un intitulé autre que data, je trouve l'intitulé MAC. Tantôt en downlink, flèche rouge vers le bas, tantôt en uplink, flèche verte vers le haut, tantôt seul, c'est-à-dire une trame MAC seule, mais parfois une trame MAC encapsulée dans une trame de data. Ça, c'est l'intelligence du protocole LoRaWAN. Ce sont des choses que vous ne gérez pas. En tant qu'utilisateur et en tant que gestionnaire de votre application, vous gérez simplement les données des capteurs que vous souhaitez transmettre au travers du réseau et la pile protocolaire qui est sur votre microcontrôleur, ainsi que la pile protocolaire qui est située sur le network server, prend en charge toutes les données MAC. Ça veut dire qu'il y a un peu plus de trames que vous pouvez estimer qui circulent sur le réseau LoRaWAN, mais que vous n'avez pas besoin de gérer vous-même. Par exemple, l'adaptive data rate qu'on a expliqué tout à l'heure qui permet d'optimiser la consommation du device. Toutes ces trames MAC qui circulent sur le réseau, elles sont régies en fonction du protocole LoRaWAN qui est spécifié par ce qu'on appelle la LoRa Alliance. Et cette spécification, elles évoluent au cours du temps puisqu'il y a des normes qui évoluent au cours du temps. La dernière spécification en date, c'est la spécification 1.0.4. En 2017 est sortie la spécification 1.1 qui n'a pas été utilisée et en 2020 a donc été améliorée la spécification 1.0 jusqu'à la spécification 1.0.4. C'est-à-dire que la dernière spécification en date, j'insiste, c'est bien la 1.0.4. On arrive donc à transmettre des informations en uplink depuis le device, en downlink en direction du device. On a vu ce qu'il y avait sur le Network et Application Server. Il nous reste une chose à faire, c'est connecter votre propre application. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez avoir un dashboard avec des graphes, des tables, stocker ça dans une base de données, toutes sortes de choses. Comment est-ce que je connecte ma propre application au serveur LoRaWAN? Alors tout ce qui est à gauche, du device, gateway et LoRaWAN server, qui inclut le network server et l'application server, ça c'est du LoRaWAN. Maintenant pour se connecter, pour connecter votre propre application, eh bien on peut utiliser des protocoles web classiques, HTTP et MQTT,
en version bien sûr sécurisée, et vous pouvez y connecter des plateformes IoT, des services cloud ou votre propre application utilisateur que vous avez fait développer par une entreprise. Mais la connexion même au serveur LoRaWAN n'a absolument rien à voir avec le protocole LoRaWAN et n'est pas quelque chose qui est spécifié par la spécification LoRaWAN. On a donc réalisé toute la chaîne, du device, gateway, serveur LoRaWAN jusqu'à votre propre application. Et si vous voulez aller plus loin dans l'écosystème, c'est la fin de cette première partie, il y aura une deuxième partie qui sera un petit peu plus courte, ne vous inquiétez pas. Plusieurs ressources sont à votre disposition. À l'Université de Savoie-Mont-Blanc, on a écrit 2 livres, un en français et un en anglais, qui sont exactement le même contenu, où vous pouvez retrouver tout ce que j'ai expliqué là. Bien sûr, ça vous prendra sûrement plus que 40 minutes parce qu'il y a beaucoup plus de détails et d'explications sur l'ensemble à la fois de la modulation LoRa et du protocole LoRaWAN. Il y a aussi des... Un petit mot par rapport à ces e-books. Ces e-books ont été validés et relus par les techniciens et l'ingénierie de Semtech, mais aussi validés par la LoRa Alliance. Et c'est vrai que l'Université Savoie-Mont-Blanc est aujourd'hui reconnue et validée par la LoRa Alliance, et c'est une belle reconnaissance et méritée. Donc tous ces supports ont été vus et validés par l'ensemble de l'Alliance. Voilà. Donc félicitations. Et j'en profite pour les remercier parce que c'est une reconnaissance qui est appréciée de notre côté, que ces ouvrages aient été reconnus. On met à disposition aussi des vidéos. En français, il y a une centaine de vidéos disponibles, ce sont des vidéos courtes de 4 minutes. Et on vient la semaine dernière de mettre en ligne le nouveau cours qui est disponible maintenant en anglais aussi, qui pour l'instant est un petit peu plus court, mais qui va s'étoffer au cours du temps. Ces vidéos, elles sont gratuites dans un cadre universitaire ou dans un projet académique. Et donc n'hésitez pas à nous solliciter si jamais vous voulez y avoir accès. Et enfin, on a des formations où on propose aux utilisateurs de monter leur propre infrastructure LoRaWAN privée, où on envoie des devices, gateway, des accès à des serveurs pour installer leur serveur LoRaWAN privé. Et avec l'aide de formateurs, on monte l'infrastructure complète pour que vous puissiez réaliser votre propre application. Toutes les informations sur notre site web. Bien, alors on va aller un petit peu plus loin maintenant. Je dézoome un petit peu la zone géographique sur laquelle on se trouve, et à gauche, je retrouve le campus de Technolac, avec mon device qui est situé à l'autre bout du lac, et l'ensemble des cercles représente ma zone de couverture. À droite, c'est l'agglomération de Chambéry. Maintenant, que se passe-t-il si je souhaite positionner un device en dehors de ma zone de couverture? Évidemment, technologiquement, mon device ne pourra pas dialoguer avec ma gateway. Ça, c'est absolument impossible. En revanche, je sais que l'agglomération de Chambéry, depuis 5 ans, a réalisé son propre réseau LoRaWAN privé. Elle est passée, pour ça, par un opérateur LoRaWAN privé. Est-ce que je ne pourrais pas bénéficier de leur couverture pour étendre ma propre couverture et donc avoir accès aux données qui sont transmises sur leur réseau dans mon serveur LoRaWAN? Alors, c'est possible. Pour cela, il faut passer un accord de ce qu'on appelle de roaming, donc un accord d'itinérance. Si je passe un accord de roaming avec la ville de Chambéry, ou plutôt avec l'opérateur qui gère la ville de Chambéry, eh bien, la zone de couverture de Chambéry pourra être associée à mon réseau, et c'est-à-dire que mon device qui est situé dans leur zone de couverture pourra transmettre des données, aller sur leur serveur, et que ce soit transmis à mon serveur LoRaWAN. Techniquement, il n'y a pas de difficulté. Néanmoins, c'est un accord commercial. Ça veut dire qu'il faut aller voir l'opérateur et lui proposer un accord. Est-ce que ça me coûte cher ou est-ce que ça me coûte de l'argent? De l'argent, c'est sûr, mais combien ça me coûte? Ça, c'est un accord commercial, je ne peux pas vous le dire. Néanmoins, ça peut être aussi un accord gagnant-gagnant. C'est-à-dire que moi, j'ai effectivement besoin d'avoir de la zone de couverture dans Chambéry, donc c'est-à-dire de profiter de leurs gateways qui sont positionnés, mais est-ce que moi, en retour, je ne pourrais pas donner accès à mon réseau aux devices qui sont situés dans ma zone de couverture que eux ne couvrent pas?
Et donc, dans cet accord gagnant-gagnant, ça peut être simplement un accord de roaming, un roaming agreement, qui est gagnant-gagnant et qui, pour le coup, ne coûte rien à personne. On voit un premier avantage de faire ce qu'on appelle du roaming. C'est-à-dire que maintenant, on a une extension de couverture. En réalité, on a aussi un avantage à faire du roaming lorsque les réseaux se chevauchent. C'est-à-dire que si on imaginait que le réseau de Chambéry, en réalité c'est le cas, chevauche complètement le réseau de l'université. Encore une fois, c'est le cas. On a quand même un énorme avantage à faire ça. Pourquoi ? Parce que les gateways ont une limite de capacité. Ça veut dire qu'elles sont capables, dans le flux downlink, de transmettre un certain nombre de données au device, mais elles sont limitées parce qu'elles sont aussi sujettes à la restriction du duty cycle. Ça veut dire que plus on met une densité de gateway importante, plus on va pouvoir piloter des éléments en downlink. Et enfin, plus il y a une densité de gateway importante, plus chacun des devices réceptionnera du network server des couples puissance spreading factor, qu'on a utilisé avec l'ADR tout à l'heure, les plus faibles possibles. Pourquoi ? Parce qu'il y aura plus de gateways, donc potentiellement des gateways qui sont plus proches de sa géolocalisation. Et donc vous pourrez transmettre avec une puissance plus faible, un spreading factor plus faible, donc une consommation globale plus faible, et en plus vous perturberez moins les autres puisque vous aurez une transmission qui ira moins loin géographiquement. Donc finalement, les accords de roaming en termes de densification du réseau et d'augmentation de la zone de couverture, c'est que des avantages. De retour à l'université, j'ai maintenant dans ma ruche un élément hardware que je n'utilisais pas qui était un capteur d'humidité. C'était un capteur de température-humidité. Je prenais avec la température, je veux maintenant utiliser l'humidité. Alors, la possibilité que j'ai, c'est de mettre à jour l'application, d'aller sur chacun de mes devices qui sont déployés et de les mettre à jour avec un programmeur. Évidemment, lorsqu'on a un cas d'usage classique où on a déjà vendu les devices, ce sont des choses qui sont très difficiles à réaliser. Donc, il faudrait pouvoir avoir à disposition un moyen de mettre à jour à distance les objets qui sont déjà sur le terrain. Ça, c'est ce qu'on appelle le firmware over the air. Et ça, c'est une caractéristique, c'est un service qui est proposé nativement avec le LoRaWAN. Il faut bien sûr que le device soit capable de le faire, donc il possède dans sa pile protocolaire la possibilité de réaliser ça. Et ça fait intervenir d'autres services qu'on appelle la clock synchronization, qui permet notamment, et ça peut être intéressant pour d'autres projets, d'avoir l'heure sur un device LoRaWAN, chose qui n'est pas forcément évidente à avoir. Avoir la possibilité de transmettre une trame à un certain nombre de devices en même temps, c'est ce qu'on appelle le multicast. Et puis lorsqu'on va envoyer un firmware, que ce soit un firmware ou autre chose, il faut être capable aussi de pouvoir découper la trame en de nombreuses petites trames, c'est ce qu'on appelle le data fragmentation. Donc tous ces services-là, lorsqu'on les met ensemble, ça réalise un service global qu'on appelle le FIOTA, mais ces services peuvent être aussi utilisés indépendamment les uns des autres. Alors, on a sorti un nouveau livre il y a quelques semaines qui explique dans le détail l'ensemble de ces services que j'ai expliqués ici. Clock synchronization, multicast, fragmentation, FIOTA et le roaming. Le roaming est en cours de documentation. Ce livre est aussi disponible gratuitement sur notre site web. Et on a aussi une chaîne YouTube où les démonstrations sont forcément plus simples que les écrire dans le livre. Et donc, je vous invite à aller voir aussi les démonstrations qu'on vous propose. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'était très clair. D'ailleurs, tu as des félicitations sur le chat de certaines personnes qui te remercient et te félicitent pour la clarté des explications. Donc, on va essayer de prendre les questions. Alors, j'ai essayé de répondre à certaines d'entre elles qui n'étaient pas trop techniques. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre. N'hésitez pas à me dire si j'en oublie. Hein. Donc il y a eu pas mal de questions sur sur la pérennité des réseaux opérés LoRaWAN, notamment en France, puisque effectivement Optelius a annoncé il y a quelques semaines qu'ils avaient arrêté leur réseau LoRaWAN pour des questions qui leur sont propres, hein, mais
il est important de noter qu'il y avait 2 opérateurs en France. C'était un des pays qui était le mieux couvert, peut-être trop. La concurrence était peut-être un petit peu trop rude, ce qui peut être une des raisons de ce retrait d'Obgenius. Ça c'est personnel, mais voilà. Orange a confirmé sa présence au moins jusqu'à 2027. Ça a été présenté dans le chat aussi. Et puis bien sûr, il y a tout un tas d'opérateurs un petit peu, entre guillemets, alternatifs, des gens comme Activity par exemple, qui peuvent aussi déployer en accord avec Orange, mais aussi à titre tout à fait privé, déployer des réseaux qui sont des réseaux semi-opérés, puisque c'est eux qui vont s'occuper de tout pour vous. Donc voilà, il y a cette possibilité. Et puis, comme je le disais aussi en ligne, il y a quand même une couverture mondiale aujourd'hui, il y a une activité autour de LoRaWAN et de la LoRa Alliance qui laisse penser qu'il y aura quand même une grosse pérennité sur tout ça. Il y a un vrai besoin. Viennent se rajouter à ça aussi, je tenais à le préciser, tout ce qui est annonce pour des opérateurs satellites. On voit aujourd'hui du LoRaWAN sur du satellite et c'est rentré dans la stack LoRaWAN. Donc vous pouvez aujourd'hui avoir aussi, sur des zones qui ne sont pas du tout couvertes, on peut penser à des déserts, on peut penser à dans la mer, enfin tout ce qui est couverture maritime, des couvertures satellitaires qui sont en train de se mettre en place, des gens comme Lacuna Space, des gens comme Eutelsat ont annoncé des choses. Ça, pareil, je vous invite à voir sur le réseau de la LoRa Alliance toutes les informations à ce titre. Alors, effectivement, je vois aussi que Timothy précise qu'il y a TTN et Helium aussi qui prennent le relais. Donc, quand je parlais de réseaux alternatifs, il y a aussi tous ces réseaux collaboratifs, le Sync Network, qui est un réseau collaboratif, Helium qui est en train de se mettre en place et qui propose une grosse accélération de la couverture et de la granularité de couverture. Donc voilà, tout ça, c'est différentes solutions qui s'offrent à vous pour connecter vos produits si vous souhaitez connecter vos produits à des réseaux opérés si vous ne faites pas du privé. Alors, il y a une question de Frédéric sur la puissance de sortie des 14 dBm. Ça a été répondu en ligne, mais je te pose quand même, Sylvain. Les 14 dB en sortie, est-ce que c'est la sortie du device ou la sortie d'antenne? Je crois que Timothy a répondu en ligne, mais je te laisse préciser quand même, Sylvain. Alors, c'est la sortie du device avec les 2 dB de l'antenne, ça doit faire 16 au total, qu'on appelle le IRP. Et donc, c'est 16 dB en tout à la sortie de l'antenne, mais 14 dB à la sortie du device. D'accord. Une question de Timothy. Quels sont les ordres de grandeur de conso, que ce soit en uplink, en beacon, en RX? Alors, en RX, je peux y répondre, puisque les chips aujourd'hui qui sont utilisés pour du LoRaWAN, les chips de dernière génération, c'est sur des consommations inférieures à 5 mA en mode RX. Donc, c'est vraiment de la très faible consommation. C'est l'un des objectifs de LoRa et des produits LoRa, c'est d'avoir de la très faible consommation. En uplink et en beacon, je ne sais pas si tu as ce type d'information, Sylvain. Non, je peux pas dire. C'est vrai que les cas d'utilisation, ça va dépendre des SF utilisés. C'est difficile à répondre comme ça. Alors, je ne peux pas donner une valeur. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que la consommation globale d'un système, elle est assez compliquée finalement. Déjà, à savoir, est-ce que vous prenez un microcontrôleur qui inclut déjà la partie transceiver ou est-ce que vous prenez que le transceiver? Et ensuite, bien sûr, il y a tout le reste de l'application qui va jouer. Donc, c'est assez difficile de comparer les éléments entre eux pour le coup. Ok. Enfin, si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à envoyer un petit email à info@chipselect.fr et puis on essaiera d'y répondre plus précisément sur ce type de points un petit peu complexes à répondre comme ça en quelques minutes. Timothy demande aussi, peut-on décoder les trames directement dans l'application server? Alors oui, il est possible de les décoder, c'est-à-dire que vous avez la possibilité sur tous les serveurs LoRaWAN, sur tous les network serveurs LoRaWAN, vous avez la possibilité d'intégrer votre propre décodeur. Donc, il y en a qui existent, donc peut-être que certains connaissent, par exemple le Cayenne. Vous avez la possibilité d'utiliser le vôtre, vous avez la possibilité d'utiliser rien du tout et de les décoder autre part. Et la LoRa Alliance, c'est sorti, mais ce n'est pas sorti encore pour le public, réfléchit à un codage commun du payload applicatif pour essayer d'uniformiser un petit peu la réalisation des payloads parce qu'actuellement, tout le monde y va un petit peu de sa propre idée. Et l'idée, c'est d'essayer d'uniformiser tout ça. Mais pour répondre à la question, oui, il est possible dans tous les network serveurs que je connais
de faire le décodage à l'intérieur du network server pour que vous puissiez récupérer sur votre application, vous, en gros, une trame JSON avec les données directement accessibles. Ok, alors il y avait une question en préambule aussi que j'ai oubliée. Une personne, je ne me rappelle plus qui, excusez-moi, demandait quel était le type de gateway qui était utilisé sur le réseau sur l'université de Chambéry, en sachant que des gateways, il en existe beaucoup. Et on a la chance en France d'avoir un des plus gros fabricants de gateways pour LoRa, qui s'appelle Kerlink, que vous connaissez sans doute. Mais bien sûr, la liste est longue, et ça, je vous invite aussi à aller sur la LoRa Alliance pour voir. Il y a un catalogue sur la LoRa Alliance qui reprend le type de produits, les gateways, etc. Où vous retrouverez bien sûr Kerlink. Je ne sais plus qu'est-ce que tu avais utilisé. Alors, nous, on utilise des Kerlink eStation Outdoor qui fonctionnent très bien. Voilà. Une question. Bon, il y avait une question sur les cours, savoir si un particulier, un geek curieux, comme c'est décrit, c'est Frédéric, je crois, pouvait avoir accès aux cours et aux vidéos en ligne. Donc, je suppose que oui, il n'y a pas de limitation à ça. Alors, pour être très clair, les vidéos, elles sont gratuites à titre universitaire et dans les projets pédagogiques. En revanche, pour les entreprises, ça a un coût. Alors, c'est une trentaine d'euros, c'est pas non plus faramineux, mais c'est pas gratuit. Curieux, ça a la portée d'un geek curieux. Ouais. Bon, on verra pour le geek curieux. Alors. Ok, je vous laisse discuter ensemble. Christophe nous demande l'enregistrement d'un device en mode OTA nécessite-t-il un joint server ou uniquement un network server plus application server? Alors, ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question. En réalité, le rôle du joint server, alors pour une explication un petit peu plus poussée de ce rôle du joint server, parce que là, si je me lance dans l'explication du joint server, ça va être un petit peu plus long. J'ai fait un webinaire il y a un mois qui est disponible sur YouTube pour la compréhension de ce joint server, à quoi est-ce qu'il sert et surtout à quoi est-ce qu'il sert lorsque l'on veut changer d'opérateur. Donc, je vous invite à regarder. Maintenant, en fait, le joint server n'est pas indispensable. Et en fait, souvent, on dit que le network server joue le rôle de joint server. Donc, ça veut dire que quand vous êtes en OTA, vous pouvez ne pas avoir de joint server parce que vous considérez que le rôle du joint server est justement joué par le network server. Ok, Thierry nous demandait, alors là c'est plus pour moi, sur la carte de couverture mondiale sur le site de la LoRa Alliance, quelle est la différence entre les maps LoRaWAN Global Network Coverage et LoRaWAN Public Network Coverage opérateur? Donc je pense que l'une et l'autre sont très proches. La LoRaWAN Global Network Coverage, ça montre un petit peu toutes les zones. Alors les zones avec les limitations dont a parlé Sylvain, c'est-à-dire qu'on aura toujours des zones, un petit peu comme le téléphone portable d'ailleurs, on aura toujours des zones qui seront peu ou pas couvertes sur les pays qui sont pourtant annoncés comme étant couverts. Mais vous avez donc en jaune, je crois que c'est en jaune, la map globale, internationale de tous les pays où vous trouvez un opérateur qui peut vous amener ce service de connexion produit. LoRaWAN Public Network Operator, je pense que, enfin, je n'ai pas regardé en détail, mais je pense que c'est la liste de tous les opérateurs. C'est-à-dire que sur un même produit, sur un même pays, vous pouvez avoir plusieurs opérateurs. Donc la liste va être forcément plus grande que le nombre de pays couverts. Je pense que la différence, elle est là. Après, si vous voulez qu'on regarde plus cela en détail, Thierry, revenez vers moi. Mais je pense que la différence, c'est simplement ça, c'est-à-dire que la liste des opérateurs publics, c'est tous les opérateurs publics, avec les multiples que vous pouvez trouver sur certains ciments. Thierry, encore une petite question. Pourriez-vous donner un ordre d'idée du temps nécessaire pour accomplir un FIOTA? Dirions-nous un firmware avec un firmware qui a une vitesse d'environ 100 kbps? Alors là, ça aurait été super qu'Antoine réponde puisque c'est lui qui a fait l'application. Mais en gros, pour un firmware qui fait, on va dire, quelques dizaines de kilos, il faut considérer plusieurs heures. Donc, il faudrait considérer à peu près une journée. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des temps de quelques secondes, on peut l'imaginer, puisque le LoRaWAN, il a déjà un débit très faible et de surcroît, un débit en downlink encore plus faible, puisqu'il partage le downlink avec l'ensemble des devices qui sont disponibles. Maintenant, c'est pas très très grave, puisque quand la mise à jour est faite, elle bloque pas le fonctionnement même du device. Elle est stockée morceau par morceau dans le système de data fragmentation et elle sera mise à jour que quand l'ensemble des fragments seront retrouvés. Et donc, sur une mise à jour très urgente, ce n'est pas possible.
sur des mises à jour qui peuvent mettre plusieurs heures, donc en l'occurrence une journée pour le cas que l'on a mis en œuvre, c'est possible. Mais ça dépend bien sûr du nombre de devices qui est situé sur l'ensemble du réseau, pas du nombre de devices que vous voulez mettre à jour, mais du nombre de devices qui est situé sur l'ensemble du réseau, parce que le flux downlink de la gateway est partagé avec l'ensemble des devices sur le réseau. Ok, merci. Antoine nous demande quel volume de données est-il possible de transmettre. Alors ça va dépendre du temps, ça va dépendre de la vitesse, ça va dépendre de beaucoup de choses. Alors, en fait, il faut essayer de comprendre un certain nombre de choses. C'est que si jamais vous voulez respecter exactement le duty cycle, on peut considérer par exemple que si vous voulez transmettre un octet en SF7, c'est à peu près 50 millisecondes pour le transmettre. Et si vous respectez le duty cycle, ça va vous faire la possibilité de transmettre toutes les 5 secondes. Si vous respectez ça, donc vous voyez déjà que le débit est quand même faible, et c'est le mieux que vous pouvez faire. Alors bien sûr, vous pouvez envoyer plus qu'un octet par trame, mais on peut estimer un octet. Et si vous respectez ça, si vous voulez envoyer toutes les 5 secondes, encore une fois, il faut peut-être déjà se poser la question à savoir si vous avez choisi le bon protocole. Parce qu'en LoRaWAN, on est plus sur des transmissions de l'ordre de la dizaine de minutes, de l'heure, voire de la journée. Donc, le nombre d'octets qui est transmis, en termes de débit, si on fait et là je vous invite à regarder le livre ainsi que les vidéos, en termes de débit moyen, vous allez être en deçà du bit par seconde quand vous prenez en compte le duty cycle. Donc, vous dire le nombre de données que vous pouvez transmettre, je ne sais pas, mais plus vous voulez en transmettre et quand vous arrivez au-delà d'un certain seuil, très franchement, considérez peut-être d'autres protocoles. Mais par contre, il n'y aura pas de protocole magique. Les protocoles qui auront plus de débit auront aussi d'autres contraintes, notamment, évidemment, en termes de consommation et en termes d'accessibilité en long range. Ok, alors Guy me rappelle, désolé, j'ai sauté une question, reste aussi ma question. Désolé Guy. Quel est le degré de pénétration de LoRaWAN à l'intérieur d'un bâtiment, dans le cas d'un réseau souterrain, assainissement par exemple? Est-ce lié à la proximité de la gateway? Donc oui, bien évidemment, c'est lié à la proximité de la gateway. C'est aussi lié en fait, et c'est toute la beauté de la modulation LoRaWAN, au type de SF que vous allez utiliser. C'est-à-dire que plus le SF va être élevé, c'est-à-dire plus on va parler doucement et plus la sensibilité et la performance de la radio va être bonne. C'est-à-dire que lorsque dans le réseau LoRaWAN opéré avec la stack LoRaWAN, la gateway doit aller se connecter à un produit qui est très difficile d'accès, bien évidemment, elle va positionner ce produit en SF12, qui est donc le spreading factor maximum. La communication va être très lente, mais en revanche, on va avoir un taux de pénétration qui va être excellent. Pour vous donner des ordres d'idées de cas d'usage qu'on peut avoir, on a beaucoup de cas d'usage sur les produits LoRa, dans tout ce qui est compteur d'eau. Donc, on peut difficilement trouver un plus difficile comme cas d'usage. C'est souvent sous des plaques métalliques, c'est souvent dans des câbles, c'est souvent dans ce genre de choses. Et juste pour votre information, l'historique de LoRa, au départ, c'était une boîte française qui s'appelait Cycléo, qui était basée à Grenoble, qui a été rachetée par Semtech à ce moment-là. Et en fait, c'est la mise en commun du savoir-faire de Cycléo et du savoir-faire de Semtech en termes de semi-conducteurs a été initialisée par un client qu'on connaît tous en France, qui s'appelle Veolia, parce qu'ils avaient justement ce type de besoin et ils sont venus voir Semtech en disant écoutez, il y a une boîte en France qui a inventé une modulation qui nous semble très intéressante et très pertinente pour nos cas d'usage. Donc c'est vraiment fait pour ça. Alors après, est-ce que tous les produits seront atteignables? Bien évidemment non. Il y a des cas d'usage qui sont vraiment très compliqués. Mais je dirais qu'en termes de qualité de radio, le LoRa vous offre une qualité de radio qui est maximum pour avoir ce type de connectivité. Sylvain, je pense que tu peux confirmer ce que je viens de dire, j'ai pas dit de bêtises. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, en gros, il y a deux facteurs, hein. C'est la fréquence que vous utilisez, donc ça, c'est indépendant du protocole. Donc nous, en Europe, on est dans la bande des 868. Plus on est bas, plus on pénètre les bâtiments et plus on va loin, donc c'est plutôt bien. Et puis, il y a effectivement le spreading factor, donc ça, c'est à vous de le paramétrer. On a une limitation qui est, nous, la puissance avec laquelle on émet, 14 dBm. Évidemment, si vous trouvez des protocoles qui peuvent émettre plus, vous pénétrerez plus, mais vous consommerez plus. Donc encore une fois, il y a tout un aspect qui est à prendre en compte et il y a toujours une limite entre la consommation et la pénétration des bâtiments.
Ok. Pour les gateways, donc Stéphane, je vous ai répondu, hein, le nom du fabricant français. C'est pas le seul, il y en a d'autres en France, hein, plus petits, mais qui existent aussi en France. Mais le nom de ces Carling, ils sont basés à Rennes, en Bretagne. Il y a Timothy qui nous demande encore une autre question. On parle de coop. Alors, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si ça te parle. Ouais, c'est un protocole qui permet de connecter aussi les applications au serveur LoRaWAN. Oui, c'est tout à fait utilisable. Ça ressemble assez fortement à MQTT, me semble-t-il. Je ne suis pas spécialiste. On parle de coop si vous voulez, mais il y a pas ça n'a rien à voir avec le protocole LoRaWAN dans tous les cas. Ok, on va prendre les 2 dernières questions, ou 3 dernières questions. Je vois que Jean-Pierre en a posté encore une, parce que là, on a dépassé l'heure, c'est déjà 11 heures. Il y a une 4e question qui tombe. On va essayer de faire vite. Que pensez-vous du protocole Cayenne? Donc, je pense que tu en as dit 2 mots déjà. Un cas d'une gateway LoRaWAN envoyant ses données en Cayenne vers Orange Live Object en lieu et place d'une carte 4G. Bon, moi, j'en pense que du bien du protocole Cayenne. C'est le premier protocole qui a essayé d'uniformiser un petit peu les choses. Donc, il est très efficace. Après, moi, je l'utilise personnellement, mais il ne fait pas partie d'aucune spécification. Donc, ça veut dire qu'il peut être intéressant, vous, pour uniformiser un petit peu vos formats de données. Après, il ne fait pas partie de la spécification LoRaWAN proprement parlé. Timothy, quel est le lien entre le spreading factor et la probabilité de collision, le nombre d'objets maximum par gateway? Bah, en réalité, plus vous utilisez un spreading factor élevé, plus vous augmentez un petit peu le change de collision aussi, puisque pour la même quantité de données que vous allez transmettre, vous allez émettre beaucoup plus longtemps. Donc, c'est-à-dire qu'avec un spreading factor 8, on émet pendant 2 fois plus de temps qu'un spreading factor 7, avec un spreading factor 9, 2 fois plus de temps qu'avec un spreading factor 8, etc., etc. Donc, évidemment, plus vous émettez longtemps sur un canal, plus vous avez de chances d'avoir une collision, c'est-à-dire quelqu'un qui émet avec le bon spreading factor sur le même canal. Donc ça, effectivement, il n'y a pas de synchronisme entre devices. Ça veut dire que vous ne savez pas qui émet quand. Donc, effectivement, il y a en LoRaWAN un certain nombre de collisions. Ces collisions, elles peuvent être réparées si on a des nombres de bits qui sont relativement faibles qui sont entrés en collision. Ça, c'est grâce au coding rate. Néanmoins, quand il y a une collision et que le signal n'est pas démodulable, à ce moment-là, le signal est directement perdu. Est-ce que c'est grave? Peut-être que non. Si c'est grave, il faut trouver un moyen, et le LoRaWAN le permet, de confirmer la bonne réception d'une trame pour que le protocole et la pile protocolaire du device puissent retransmettre le cas échéant. Ok, Jean-Pierre, salut Jean-Pierre. A-t-on la liberté de choisir le gain et la directivité de l'antenne tant que la PAR est respectée? Tant que la PAR. je ne sais pas. Vous avez le droit de choisir le gain, oui. On va prendre le gain, oui et non. Enfin, en tout cas, il faut respecter les 16 dB de IRP. Donc, si vous mettez un très très fort gain, vous n'allez pas le respecter. Donc, là, je. Effectivement. Peggy nous demande, y a-t-il un mécanisme de sélection des canaux de communication en cas de saturation? Alors, les canaux, donc en LoRaWAN, il y a 3 canaux obligatoires et 8 canaux au total qui sont négociés justement grâce à l'activation OTA ou rentrés manuellement lorsque vous faites une registration ABP. Ces canaux, ils sont choisis aléatoirement au sein du device et ils peuvent être aussi choisis aléatoirement au downlink. Donc ça, ce sont des paramètres qui doivent être réalisés en négociation entre le device et le serveur. Mais comme il n'y a pas de synchronisme entre devices, un device ne peut pas dire je vais utiliser tel spreading factor ou tel canal pendant qu'un autre en utilisera un autre puisqu'ils n'ont aucun moyen de savoir les paramètres que les autres utilisent. Il n'y a pas de synchronisation entre devices. Donc c'est purement aléatoire. Ok, je pense qu'on a à peu près passé toutes les questions. N'hésitez pas à nous envoyer un petit email à info@chipselect.fr. On vous répondra et on ira plus en détail si vous avez des choses à creuser. Il y a beaucoup de félicitations. Merci beaucoup, Sylvain. Peut-être un point, rappeler la prochaine date pour les formations de 3 jours. Et s'il y a encore des places, c'est à quelle date, Sylvain? Alors, il y en a une dans 15 jours, mais il n'y a plus de place. Et les autres dates sont sur le site web. Il y a une date, donc il y a à peu près 5 formations par an, avec possibilité d'en faire plus si c'est des formations intra-entreprises.
Donc dans 15 jours, c'est complet, mais par contre, la prochaine date sera à la rentrée. Ok, parfait. Je pense qu'on va conclure aujourd'hui. Merci à tous.